je me suis dit, il faut que j'ai du sang. Je vais prendre celui-là qui se rapproche le plus de l'être humain dans sa composition. Ok. Et c'est le sang de cochon. Au sein de ma famille, il y a eu un homicide et j'ai dû nettoyer. Et là, je vois les dégâts occasionnés par le décès. Ils sont de quelle importance? C'est un carnage, quoi. Monsieur X qui tue Madame X et qui tue une enfant X. Tout d'un coup, je lève la tête et en face de moi, j'ai la photo de cette petite fille, mais qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à ma fille. Ah, waouh. Salut à tous, c'est Colin pour un nouvel épisode d'Extra, l'émission qui vous permet de découvrir des personnalités dites ordinaires au parcours, à l'histoire, à la profession extraordinaire. Et aujourd'hui, on reçoit Julien Martel qui est nettoyeur de scènes de crime. Rien que l'intitulé fait froid dans le dos, mais j'ai plein de questions à lui poser. On va découvrir les plus fortes anecdotes qu'il a pu récolter dans sa carrière, mais également les dessous de son quotidien en tant que nettoyeur de scènes de crime. Je vous préviens, c'est un épisode un peu sensible, avec un contenu très chargé en émotions et en détails, un peu lourd à entendre pour certains. Alors, si vous sentez que vous êtes un peu sensible à ce genre de sujet, n'hésitez pas à regarder cette vidéo en plusieurs fois ou à carrément sauter cet épisode. Voilà, il n'y a pas de honte, on vous comprend totalement. Pour les autres, continuez à vous abonner, à soutenir le projet Extra et Vive. C'est grâce à vous qu'on a des personnalités en tout genre et que le projet continue de grossir et de nous régaler chaque semaine. C'est parti avec Julien. Bonjour, Martel Julien, j'ai 40 ans, je suis nettoyeur de scènes de crime ou nettoyeur post-mortem. J'habite en Alsace et on sillonne toutes les routes de France. Julien, comment tu vas? Très bien. Ça va bien? Et toi? Ça va très bien, je te remercie. J'ai plein de questions parce que c'est un métier que, un peu comme tous les métiers les plus, les plus intéressants à découvrir entre guillemets dans ce genre d'émission, on sait qu'ils existent. Mais on ne sait absolument pas à quoi ça ressemble, votre quotidien, les appels que vous pouvez recevoir. Donc aujourd'hui, je te tiens pendant une petite heure, j'ai envie de creuser un peu tout ça avec toi. Moi, c'est un métier qui ne me viendrait jamais à l'idée. J'ai pas du tout de motivation à faire ce genre de choses. Comment, toi, ça t'est venu à l'esprit de faire ce métier-là? Alors, j'ai rien inventé, ce métier. Moi, je l'ai connu par le biais des pompes funèbres, parce que j'ai travaillé en pompes funèbres. D'accord, ok. Seulement, en me renseignant, j'ai vu que ce métier était exercé par des sociétés dites pluralistes. Ok. Donc j'ai regardé à savoir s'il y avait vraiment une société ultra spécialisée. Et il n'y en avait pas. D'accord. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de me spécialiser dans ce domaine-là et de ne faire rien d'autre. Pour exercer ce métier, est-ce qu'il y a des qualifications particulières à obtenir avant ou pas? Alors, il n'y a pas de qualification parce que ce métier-là, en fait, il n'existe même pas. Ok. Officiellement. D'accord. Vous voyez ? Il n'y a pas de code APE qui est spécifique au nettoyage après décès. Donc il n'y a pas de qualif à avoir, c'est-à-dire que demain quelqu'un se réveille et dit ouais je vais faire ça, il le fait. D'accord. Voilà, sans problème. Après maintenant il existe des formations à l'étranger, ou même en France, il y a quelques formations agréées comme ça. Mais des trucs qui durent entre 7 et 21 heures. D'accord. En 21 heures, ça me paraît difficile. De capter l'essence d'un métier, voilà. Oui, je comprends. Ça me paraît difficile. Justement, il y a plusieurs étapes là que tu as mentionnées. La première, c'est notamment le fait qu'il n'y ait pas de formation, il n'y a pas d'accompagnement aujourd'hui en France. On est en train de retard, même voire deux, ce que tu me dis. Ouais. Quand toi, tu te lances à l'époque, ça fait combien de temps maintenant que tu m'as dit? Ça fait 8 ans. 8 ans. Quand toi, tu te lances justement, sans formation, même si tu as une approche particulière de par ton expérience aux pompes funèbres, comment ça se passe? Parce que tu sautes dans le grand bain sans la perche, sans les brassards. Ouais, non, mais d'accord. Ah oui, alors comment... On est d'accord, mais j'ai pas ouvert tout de suite. C'est-à-dire que je me suis intéressé à ce métier. J'ai essayé de comprendre vraiment ce que j'allais devoir faire dans ce métier. Donc la première chose, je m'étais dit, je vais être en contact avec des fluides, que ce soit du sang ou des fluides de putréfaction, voilà. J'ai dit, il faut que je comprenne comment ces fluides interagissent avec les matériaux. C'est la base. Oui, bien sûr. Bon, dans mon garage, j'ai reproduit différents types de sols, bien faits, moins bien faits, de bonne qualité, de mauvaise qualité. Voilà, tout simplement. C'est incroyable. Je me suis dit, il faut que j'ai du sang. Alors du coup, je me suis dit, je vais prendre le sang d'un animal, et je vais prendre celui-là qui se rapproche le plus de l'être humain dans sa composition. Ok. Et c'est le sang de cochon. Évidemment, ouais. J'ai rien inventé, moi. Non. Comme les organes, machin, tout ça. Bon, je me suis dit, on va chercher ça où? À la boucherie ou à l'abattoir, voilà. Bon.
Donc je récupère ce sang. Tu vas à la boucherie ou à l'abattoir et tu demandes du sang de cochon. Via un de mes fournisseurs avec qui je discutais pour, quel produit on pourrait prendre pour le nettoyage de ce sang, C'est fou. comment je peux, voilà, quelle quantité on va pouvoir tester. Donc on a testé plein de produits ensemble pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, tout ça. Je prends une partie de sang frais que je vais projeter sur du placo-plâtre, sur une peinture plus épaisse, moins épaisse, enfin voilà. Ouais. Du sang frais aussi que je vais reposer sur certains revêtements de sol. Et après du sang que je vais laisser dans le seau, mais fermé, pour éviter qu'il s'oxyde. Oui, d'accord. Et je vais laisser macérer. Ce qui a été macéré, après je vais le remettre encore sur des surfaces. Du parquet, du carrelage, enfin. Pour tester les différentes étapes de l'évolution du sang. Ensuite, ce sang qui est donc épanché sur différentes surfaces, je vais le confronter à différents scénarios. C'est-à-dire, je vais avoir du sang qui va être avec une température à plus 35 degrés, du sang où je vais être à une température de 19 degrés, et ainsi de suite, voilà. Bon, en créant de l'humidité, pas d'humidité, enfin bon, voilà. Pour comprendre justement comment travailler ce sang, comment il allait s'infiltrer dans des lames de parquet, dans des joints de carrelage, ceci, cela. Et une fois qu'on a bien maîtrisé le sujet à ce niveau-là, je me suis dit maintenant, comme on parle de décontamination, donc on a un potentiel de risque biologique. Je dis bien on a un risque. Oui, bien sûr. Bon. Je me suis dit, il faut que je m'intéresse quand même à comment se reproduit une bactérie, comment vit une bactérie, comment on peut attraper une bactérie, et ainsi de suite, voyez-vous. Comment est composée une bactérie. Bon, donc je me suis intéressé à la microbiologie. Je ne suis pas microbiologiste, c'est pas du tout ça mon métier. Non. Mais je me suis intéressé à l'essentiel. Bon. Une fois que ça, j'ai bien maîtrisé le sujet, je me suis dit attention, on va utiliser des produits chimiques. Ce qui est normal. Un détergent que vous achetez dans le commerce, c'est un produit chimique. Oui, bah, bien sûr. Oui, bien sûr. Et comme je vais à la fin de mon intervention, je vais désinfecter avec un type de produit bien précis. Le but, c'est pas que je fasse des interactions moléculaires. Ok. Vous voyez ? D'accord. Donc soit que j'ai un effet gazeux, soit carrément je désactive l'effet recherché, enfin bon voilà. Donc je me suis intéressé à ça. Et une fois que tout ça a été bon, j'ai dit je lance l'entreprise. Donc en fait la formation dont on parle. Je me suis fait tout seul. Voilà. En fait il faut comprendre l'essence même de ce que vous allez traiter pour pouvoir le traiter correctement. Ce métier-là, c'est 80% de logique. D'accord, ok. Vraiment de logique. D'accord. Et là je m'étais dit, bon, bah, si la première année on a une intervention, c'est que mon idée elle n'est pas si mauvaise que ça. Ouais. Et là on verra si on est bon ou s'il y a encore des lacunes. Et donc là on s'arrête, on continue à s'entraîner et puis voilà. Déjà avant pour moi, tu parlais de logique. Oui. Logiquement, ce service était rattaché à, je suis très naïf, mais à la police. C'est-à-dire que pour moi, c'était potentiellement la police scientifique qui, une fois que la police avait terminé ses analyses, son enquête sur le lieu, remettait en état l'endroit et que derrière, on rappelait les gens potentiellement pour vivre dedans. Non. Déjà, j'ai découvert que non, en m'intéressant un petit peu à ta profession. Donc déjà, toi, qui t'appelle ? C'est pas la police qui t'appelle ? Alors non, généralement c'est les gens comme toi qui m'appellent parce qu'ils sont confrontés à ça. Après, on a les tribunaux qui peuvent nous contacter. Mais les gens, quand ils nous appellent, ils nous expliquent les choses comme elles sont. Bonjour, voilà, on a retrouvé mon oncle décédé depuis quelques temps, ou il s'est suicidé par arme à feu, voilà. Okay. Donc après, nous, on va demander des détails à la famille. On n'est pas là pour être plus malheureux que ces gens-là, voyez-vous. On est là pour être professionnel, on a besoin de détails, on a besoin de comprendre ce qui se passe, pour pouvoir après mettre en place notre intervention. Si on n'a pas de détails de la part de famille, on va faire l'enquêteur, on va téléphoner un petit peu à tout le monde qui était confronté à cette scène, à cette découverte, voilà, et on va prendre un maximum de renseignements. Mais c'est comme ça qu'après on va pouvoir établir vraiment un chiffrage qui correspond à la réalité. Parce que là, je me mets à ta place, déjà quelqu'un qui t'appelle dans ces circonstances, c'est particulièrement compliqué, la personne n'est pas dans un état émotionnel très stable. Mais alors toi, tu te retrouves à lui poser des questions sur les détails. C'est quoi les questions que tu poses, des détails ? Où est-ce que la personne a été découverte ? Est-ce que c'était sur un lit ? Admettons, c'est dans le genre, est-ce que c'était sur un lit, au sol ? Quel type de revêtement de sol on a ? Quel type de mobilier on a dans le... Et en fait, quand elle va nous décrire la pièce, c'est très bête, mais moi je redessine en fait. Pendant que la personne te parle, toi tu refais un croquis, d'accord, ok. Ou si j'ai pas croquis, je me le refais dans la tête. Et ça me permet de savoir ce qui va être impacté par le décès. D'accord. Donc je vais pouvoir anticiper certaines choses. Wow.
Ok. Ça, c'est important. Mais toutes ces questions-là, elles ne sont pas faites pour embêter la personne. Elles sont faites pour comprendre ce qui c'est vraiment, parce qu'on n'est pas sur les lieux. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on essaye, quand on a un appel, de faire un maximum de visites sur place pour qu'on puisse vraiment bien se rendre compte de ce qui s'y trouve et de ce qui se passe. Alors, visite sur place, qu'est-ce que ça... Quand tu dis me faire un maximum, ça veut dire que tu dois revenir parfois plusieurs fois avant de commencer ton opération? Alors, non. Quand on peut venir sur place, suite à l'appel, nous, on va constater vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Ok. Ce qui va nous permettre déjà d'établir notre protocole, tout ça. Quand on ne peut pas passer, c'est là où on va demander les renseignements par téléphone, où on fait un peu l'enquêteur comme ça pour comprendre ce qui s'est passé. D'accord, ok. Puis est arrivée la première intervention. Pas des moindres, je ne sais pas si je peux citer, mais c'était pour le Crédit Mutuel Immobilier. Donc lui, il ne faut pas se louper. Mais d'ailleurs, comme pour toutes les familles. Le Crédit Mutuel, enfin, en gros, c'est une banque, en gros. En gros, c'est ça qui a du patrimoine immobilier. Ok. Et du coup, là, on est dans le cas d'une découverte tardive. Il faut appeler un chat un chat. Le nom pour quelqu'un qui a été retrouvé tardivement, c'est une découverte tardive. Ok. On s'y rend, parce que c'était chez nous en Alsace, donc on s'y rend. Et là, je vois les dégâts occasionnés par le décès. Ils sont de quelle importance? Là, c'était beaucoup d'épanchements de fluides biologiques, on a une moquette au sol, un vieux bâtiment. D'accord. Voilà, donc ça craint un peu, quoi. Découverte tardive, mais alors quand tu me dis épanché, c'est quoi? C'est parce qu'on est sur un meurtre violent? On est sur un meurtre? Non, on n'est pas sur un meurtre. D'accord. Donc quand tu me dis découverte tardive, c'est juste une mort naturelle. D'accord, ok. Voilà, si on est sur un meurtre, j'emploie le mot homicide. Ok. Donc là, j'étais avec ma femme, puisque ma femme m'accompagne depuis le début. Et là, je lui dis, bon, là, ça va être costaud. Si celle-là, on l'a réussi, on peut tout subir derrière. C'est bon, pas de problème. Ah ouais, directement, vous Parce avez que mis celle-là, le pied elle dans- va être compliquée. Ok. C'est le plus compliqué, ce scénario, justement. C'est les découvertes tardives qui sont les plus dures à gérer, que ce soit en termes techniques que émotionnels. Alors, c'est pas au niveau émotionnel, Oui. Ça va être plutôt en termes techniques. Ok. Où là, il faut vraiment de bonnes connaissances pour ne rien laisser derrière soi. D'accord. Donc je dis, bon, on a de la moquette, une vieille bâtisse, on a tout pour qu'on ait des gros dégâts. Bon, j'y parti, on y va. Donc on enlève la moquette, on défait le bac à douche, parce que j'avais expliqué à ma compagne, j'ai dit, tu vois, là, on va avoir une infiltration, et tu la vois pas, mais par contre, sous le bac à douche, quand on va le lever, ça va être imbibé. On enlève toute la moquette, je me rends compte qu'en dessous, c'est du parquet bois massif. Oh là là. J'ai dit, bon, ça, c'est sans jeu de mots, c'est mort, quoi. Ah ouais, sans jeu de mots, ouais, c'est Voilà. triste, mais waouh. Alors je dis, bon, on enlève. Donc on enlève du début du couloir, là où il est décédé, Ok. jusque dans la salle de bain. Waouh. J'enlève ça. Ok. Je me rends compte qu'en dessous, on a une fosse avec encore un espèce de latage en bois. Mhm. Donc on voit bien que c'est bien imbibé. On enlève encore ça. Et après, je me rends compte que dans cette fosse, en fait, on a du scorie. C'est ce qu'on utilisait à l'époque, ce que nos anciens mettaient pour faire de l'isolant. D'accord. Voilà, c'est des déchets métallurgiques. Ok. Mais ce scorie-là, la poussière de scorie, c'est nocif pour nos poumons. D'accord. Donc je dis, là, on a vraiment le combo. On va mettre en place vraiment tout ce que j'ai pu apprendre en 3 ans. Voilà, donc là, ça, faut pas le prendre à l'appel, il faut qu'on fasse comme ça. Enfin, bon, voilà. Et à la fin, en fait, on a dû démonter tous les encadrements de porte parce que ça avait coulé à droite et à gauche dans l'appart. Enfin, Oh là là. il n'y avait plus de mur, enfin, il n'y avait plus rien. C'était, voilà. Ok. Et à la fin de l'intervention, c'est là où on a fait un point ensemble sur cet inter. Où on s'est dit, là, on est parfait. On est vraiment dans de la rigueur, on est dans de l'excellence, on n'a rien oublié, on est allé partout. Il n'y aura plus de problématique. Je dis, maintenant, on peut foncer, on peut y aller. Combien de temps elle te prend cette intervention? Elle m'a pris 7 jours. 7 jours. 7 jours. Ta femme n'avait pas la formation que toi tu as pu connaître, n'a pas le passé dans les pompes funèbres que tu as pu connaître. Donc son rapport à la mort, son rapport à toutes ces choses-là n'est pas le même que toi. Elle t'aime beaucoup cette femme. Exact. 23 ans qu'on est ensemble. C'est incroyable parce que là tu l'emmènes dans un bourbier même sur la première intervention. Bah oui. C'est incroyable. Mais je lui ai dit, voilà, ça va être une sacrée aventure humaine. Ouais. C'est plus ça, vous voyez. C'est le côté, Ah oui. c'est le côté humain. Ah oui, ça doit vous rapprocher beaucoup. C'est-à-dire que j'ai pas monté cette entreprise pour le côté où je me dis, je vais faire du business pur et dur. Ok. Je me suis dit, dans ce milieu-là, c'est l'humain avant tout. Mhm. Et c'est un travail qu'on va devoir faire par passion et non pas par raison. Ok. Alors passion, c'est pas parce que je vais nettoyer du sang, on C'est s'entend passion bien, pour les gens, pour les. mais pour les gens, pour la partie technique, Ouais. recherche que l'on va faire et ainsi de suite. D'accord. Bon. Moi, je lui ai demandé, partante, pas partante, comment on fait. Ok. Bon, elle m'a dit, je te suis.
Parce qu'au début, elle croyait pas à mon histoire. Au début, quand je me suis entraîné dans mon garage, tout ça. Oui, elle s'est dit c'est une petite lubie, elle s'est ça dit, va lui qu'est-ce qu'il est en passer. train de me faire, lui, voilà. D'accord. Bon. Mais je savais très bien où j'allais. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais non, mais ça marchera pas, ça, c'est pas, voilà. Même Ok. au début, quand j'ai ouvert, vraiment officiel, vraiment l'entreprise, quand on démarre une entreprise, on peut pas tout de suite travailler. Il Non. faut se faire Bien connaître, sûr. il y a plein de choses, hein, voilà. Beaucoup de gens me disaient, mais tu sais, si ça fonctionne pas, il n'y a pas de honte. Oui, on te préparait à l'échec. Voilà. Hmm. J'écoute, mais j'enregistre pas. C'est pas grave. Hmm. Puis regardez, 8 ans après. C'est beau, bravo. On est là, on est avec toi. Non mais c'est bien, et puis j'encourage tous ceux qui entreprennent des choses à avoir cette même conviction, cette même envie, mais... Il faut vraiment, il y a une chose quand on a un projet comme ça professionnel, c'est d'y croire. Hmm. Ne pas écouter ce que les uns ou les autres disent. Humainement parlant, quand tu découvres dans cette pièce, alors c'est quoi la réaction? Est-ce que l'odeur est indescriptible? Est-ce qu'au contraire, avec le temps, ça disparaît un petit peu, ça se tasse entre guillemets sur les murs? Je ne sais pas du tout. Comment ça se passe émotionnellement parlant, sensoriellement parlant? Quand on a fait cette première intervention là, Oui. moi j'étais pas choqué puisque j'étais en pompe funèbre, donc j'ai vu des corps, enfin voilà, ça m'a pas choqué. Oui. Par contre, j'avais dit à ma femme, je lui ai dit voilà, si tu te sens pas bien ou que l'image que tu vas voir, tu le sens pas, Mhm. alors tu sors. D'accord. Tu restes pas, on prend le temps, après on sort de là, on échange ensemble, voilà. Bon. Il y a eu besoin d'en passer par là? Pas dans les premiers temps, mais après, oui, on a quand même discuté ensemble. Et j'avais refait un point justement avec elle sur l'intervention pour comprendre un petit peu. Voilà. Moi, mon but, c'est pas de la flinguer psychologiquement. Non, non, bien sûr que non. Voilà. Bien sûr que non. Il y a des gens qui seront plus aptes à voir ce genre d'image que Bien d'autres. sûr, c'est clair. C'est clair. Après, elle, voilà, ça allait. Ok. Voilà. Après, il y a des choses, c'est vrai que c'est plus difficile émotionnellement, mais c'est pas dû forcément à l'image que vous allez voir. Mais C'est l'histoire c'est qui englobe. l'histoire, qui englobe. D'accord. Voilà. Est-ce que quand tu enlèves tout ça, les cadres de port, tout, tu le remets? Non. Donc toi, quand tu pars, potentiellement, l'endroit, il est pas, il est pas dégueulasse parce que tu as tout Non, nettoyé. mais les gouttes de décoffrage, quoi. voilà. Voilà. Mais parce que Tout l'habillage, tu l'as retiré. voilà, parce que on peut pas faire tous les corps de métier. Ah non, non, c'est clair. Moi, je pars du principe qu'il y a des très bons menuisiers. Pourquoi je leur prendrais leur travail? Bien sûr. Il y a de très bons parquettistes. Pourquoi je vais prendre moi son travail? Vous voyez, chacun a son job, chacun a son utilité. Moi, je suis vraiment là pour décontaminer. Ok. Alors après, oui, bah, des fois, il n'y a rien à refaire, mais des fois, il y a beaucoup de choses à refaire. J'ai pas la prétention de dire que moi, je serais capable de vous refaire du parquet ou un mur. Vous voyez. Donc, je peux mettre à la limite en relation cette famille avec des artisans. Ton travail, comment il se découpe? Tu me dis c'est une semaine de boulot. D'accord? Est-ce que tu es d'abord sur du nettoyage de surface sur toutes les pièces qui sont touchées et après tu t'attaques au gros? Ou est-ce que tu attaques pièce par pièce? Comment tu s'organises sur une semaine comme celle-là? On est obligé d'abord, là c'était de la moquette, mais ça aurait été du parquet, on aurait été obligé d'abord de le nettoyer. Parce qu'en aucun cas, vous allez faire de la dépose de parquet avec tout ça dessus, quoi. D'une, parce que vous risquez de vous en mettre sur vous, ailleurs, et ainsi de suite. Donc il faut quand même travailler avec bonne intelligence et travailler en sécurité. Donc on va enlever, on va nettoyer, et puis ensuite on dépose le parquet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord. On ne peut pas aller à l'arrache, tout défoncer comme ça, c'est pas possible. C'est la famille qui est derrière tout ça, c'est-à-dire les charges qui correspondent à ta venue, à l'importance de ton chantier, à la remise en état derrière. C'est la famille qui fait tout ça ou est-ce qu'il y a des aides, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça dépend. De quoi? Il y a deux types de situations. Vous avez la famille qui nous appelle. Elle va prendre soit en charge directement ou indirectement. C'est-à-dire c'est soit c'est elle qui paye tout de suite, ou soit c'est dans le cadre de la succession. Donc c'est-à-dire s'il y a des actifs, du défunt ou de la défunte. Oui. Après, vous avez le fait qu'il n'y a pas d'actifs, il n'y a rien. Bon, ben, la succession est refusée, maintenant ça va être à la charge du propriétaire. Ok. Voilà, on ne peut rien demander. Et vous avez des familles qui vont quand même le faire, mais bon, voilà. Après, vous avez dans le cadre où il n'y a pas de famille, il n'y a rien, et bah, c'est au propriétaire. Ah, c'est le propriétaire qui doit gérer tout ça? Tu vois, parce que quand on parle des galères de propriétaire, on parle jamais de ce genre de choses. Non, voilà. Il y a des choses comme ça, hein. Voilà. Il y a des propriétaires, ils n'ont pas de chance, quoi. Quand tu me disais que la France n'était pas préparée à ça, c'est notamment par rapport à ça? Oui, parce qu'on n'en parle pas, réellement. Non. On en parle dans quelques médias. Des fois, je suis désolé de le dire, hein, mais des fois, il y a quand même beaucoup de conneries qui sont sorties. Il y a des choses, c'est hallucinant des fois ce qui peut se raconter ou ce qu'on peut trouver sur la toile. Ah bon, c'est voilà, vrai? il y a des choses. C'est quoi les plus grosses bêtises que tu as entendues sur ton métier?
Qu'est-ce qui t'a choqué dans les choses qu'on t'entend? Des personnes qui veulent parler de bactéries, de virus, tout ça. Ah ouais. Je vais vous donner un exemple. Hop, on intervient sur une scène, on a du sang. La personne était atteinte du VIH. Ah ouais, bah, quoi concret. Le VIH, il vit pas 3 mois à l'air libre. Alors, c'est comment Moi, ça... j'ai rien inventé. Hein, Bah non, mais moi, je suis scientifique, très tout ça, curieux de hein. savoir ça, Voilà. parce que toi, c'est des choses que tu sais, c'est ton corps de Le métier. VIH, c'est un virus parasite, il a besoin d'un hôte. Sans hôte, il meurt. Et au bout de combien de temps? Donc, ça dure quelques secondes, quelques minutes. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Bah, vous vérifiez sur Internet, vous verrez. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Ok. C'est les scientifiques qui ont fait leurs recherches, tout ça. D'accord. Voilà. Les seuls virus vraiment là, sur des hépatites, où là, oui, ce virus-là, il va rester actif en dehors du corps humain pendant 3, 4, 5 semaines. Quand même. Donc, si vous arrivez sur une scène comme ça, il faut prendre toutes les précautions pour ne pas l'attraper. Ouais. Mais voilà, il y a des trucs comme ça où c'est déformé et c'est pas cool parce que d'un côté, ça fait peur aux gens, alors qu'en fait, il n'y aurait pas besoin d'avoir peur. vous voyez. D'accord. Et je pense, hein, après, c'est que mon avis personnel. Quand on veut donner une information au grand public, on doit maîtriser son information. Et c'est là où, d'un côté, je me dis, mais avec d'autres confrères, hein, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être pris au sérieux quand il y a des conneries comme ça qui sont racontées? C'est pas possible. Non. Alors, on a parlé du VIH, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que je t'avoue qu'on s'intéresse tous à la transmission. Mais pour le coup, c'est quoi les autres dangers auxquels tu es confronté alors? Nous, ça nous intéresse. Bah, pour toi, c'est primordial. Pour moi, c'est primordial. C'est primordial, c'est pour ta sécurité. Mais après, on est d'autres dangers, ça va être le... Bah, c'est toujours en contact avec ces fluides. Hein. Bien sûr. Voilà. C'est de tout d'un coup, sur une intervention, de se couper. Ok. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on met plusieurs couches de gants. Ouais, parce qu'avec toutes les bactéries qui traînent, tu peux choper... Bah, oui, parce qu'en fait, un gant n'est pas 100% étanche. Non, Ce qui passe d'un côté passe de l'autre. Hein. Voilà. c'est clair. Donc chez nous, en fait, on met 6 couches de gants par main. Parce que tu as les 2 premières qui vont permettre vraiment de se sécuriser, rendre étanche. Mais tu vois bien quand tu enlèves toutes les couches que la transpiration, elle est passée, quoi. Ok. Bon. Mais ça va nous permettre une chose, que si tout d'un coup, on accroche le gant quelque part, ça peut arriver. Bah, j'ai peut-être que le premier ou le deuxième gant qui a pété. Mais je suis toujours protégé. Ensuite, ça me permet une chose, de faire barrière aussi, avec mes fluides. Ensuite, quand j'ai mis la main dans les fluides, je n'ai pas commencé à toucher d'autres trucs. Enfin, c'est logique. Hein. Oui, bien sûr, c'est logique. Alors on fait quoi? On enlève une couche. D'accord. Ok. Et ainsi de Tu suite. peux continuer à travailler. Tu peux travailler, tu peux faire autre chose sans faire une contamination croisée et en foutre partout. Ouais. Voilà. D'accord. Ça, c'est la rigueur. Et de la logique, en fait. Pure et dure. Bon. D'accord. Tu me disais que le coût pouvait varier en fonction de l'importance de ton intervention. Est-ce que tu arrives à quand même établir une moyenne des coûts que tu génères, enfin que génère une intervention pour toi, à la personne qui t'appelle? Ça dépend. C'est trop spécifique pour avoir une moyenne? En fait, on ne fait pas de forfait. D'accord. Tu vois? C'est au réel. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte. C'est tellement spécifique Que à chaque fois que... Tu peux oui, bien sûr. pas faire du forfait, tu ne vends pas du meuble, enfin Non. voilà. Bon. Après, on va établir un devis qui est prévisionnel par rapport à ce qu'on nous a expliqué. Mais ça reste prévisionnel. On peut très bien avoir un peu plus d'heures comme un peu moins d'heures, un peu moins de consommables ou un peu plus de consommables, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Ça reste prévisionnel. Mais on va dire, en moyenne, je vais donner la fourchette basse et la fourchette haute. Tu vois. On va dire qu'un après-décès, ça va commencer suivant là, dans le secteur géographique, hein, parce que forcément, si nous on est en Alsace, où on est, il n'y a pas toute la route. Oui, si tu dois aller à Marseille, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas le même coût. Évidemment. Mais on va dire, allez, ça va commencer. On a déjà eu des interventions où ça a coûté 600 €. Et là, dernièrement, j'ai une intervention 33 000. C'est la plus haute que l'on ait faite au niveau chiffrage, quoi. Mais parce qu'on a les circonstances du décès, on a 2 décès dans le logement. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est on a des dégâts dits extérieurs au décès. Il y a eu une enquête, des fenêtres ont été laissées ouvertes pendant presque 1 an. On est quand même dans un milieu où c'est assez humide. Et ben, tout le mobilier, tout ça a moisi. Les cloisons de la maison, à des endroits, ça a moisi. C'est toi qui prends en charge tout ça, c'est Voilà. toi qui t'occupes de tout ça. Oui. Ouais. On a fait un sondage, parce que j'ai dit, moi, il faut que je désinfecte la maison, parce que le problème, c'est que tout le monde a marché partout. Donc, a marché dans les fluides, s'est baladé partout. Tout est potentiellement contaminé. Voilà. Donc, là, il faut quand même si je vais nettoyer, il faut que je m'assure que j'ai sécurisé vraiment ma décontamination. Ok. Bon. Je dis maintenant, il faut qu'on lève du carrelage, là. Donc c'est une zone où il n'y a pas eu de décès. Hein.
mais où tout le monde a marché, pour voir ce qui se passe en dessous du carrelage au niveau de l'humidité. Je lève le carrelage. En dessous, c'était imbibé d'humidité. Avec de la moisissure. Donc du coup, ces dégâts, on va dire indirects au décès, engendrent des frais supplémentaires. D'accord. Voilà. Tu me dis, il y a eu 2 décès. Tu me dis, la maison est restée ouverte avec les fenêtres étroites pendant quasiment 1 an. Et tu me dis, tout le monde a marché partout. C'est quoi le contexte? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour... Ces 2 décès... Après, moi, je ne suis pas enquêteur. Hein, non, bien sûr que non. On s'entend bien. Mais de ce qu'on nous a expliqué, c'est 2 décès naturels. Voilà. Un couple. Ça arrive, ça? 2 décès naturels? Oui. Mais tu savais ce que l'amour peut faire à l'homme? C'est vrai? Oui. Mais on en a déjà eu quelques-uns. Hein. Soit l'homme est décédé, puis la femme s'est rendue compte que son compagnon ou son mari est décédé, et puis elle se laisse mourir. Ou l'inverse aussi. Hein, voilà. Mais c'est incroyable, ça. L'amour. C'est vrai, la personne, elle voit que son conjoint est décédé, elle se laisse mourir. Oui. Mais ça prend du temps. Pas forcément. Ah ouais, c'est vrai? Oui, pas forcément. C'est incroyable. Pas forcément, parce que l'être humain est tellement ingénieux qu'il va trouver une solution pour mettre fin à ses jours proprement, mais que ça soit rapide. Je vais te dire un truc, quand tu perds un être cher, je ne sais pas si tu es marié ou une compagne ou autre, bon, demain elle meurt. Tu seras l'homme le plus malheureux du monde, ce qui est normal, parce que tu aimes cette personne. Bien sûr. Bon. À ce moment-là, tu vas souffrir. Tu vas être malheureux, tu vas être triste. Et c'est dans ces moments-là où le psychisme de la personne... Il est capable de tout. Capable de tout. Il y en a qui disent, bon moi j'arrête. Se laisse mourir. Je vais la rejoindre. C'est fou. Ou le rejoindre. Parce que pour moi, se laisser mourir, c'était que psychologiquement, tu ne tiennes plus et que pendant 3-4 jours, tu décides de ne pas manger, pas te nourrir, tu vas mourir. Non, mais là, c'est carrément spirituel, c'est psychique. C'est comme ça, voilà. C'est incroyable. Là, on est dans le contexte de la découverte tardive. Oui. Ok. J'ai besoin de connaître un petit peu comment ça se passe pour une scène de crime, par exemple. Oui. Déjà, est-ce que le processus est complètement différent? Est-ce que c'est la même personne qui fait appel à toi? Enfin, le même profil de personne? Ça dépend. On va dire sur les scènes de crime, on a 2 types. C'est-à-dire que ça peut être la famille ou les tribunaux. D'accord. Donc si c'est les tribunaux, c'est sûr que c'est pas la même approche que si c'est la famille qui nous appelle. Non. Bon. Quand c'est la famille, ça reste dans le même principe en fait qu'une découverte tardive, voilà. Quand c'est les tribunaux, c'est un peu différent, puisque là on intervient sur réquisition judiciaire. Ok. Donc du coup, on n'a pas de contact avec la famille. Notre référent, c'est le magistrat. Et là, on prend connaissance du dossier. Dans quelles circonstances c'est l'un ou l'autre? Dans quelles circonstances ça peut être la famille ou le tribunal? Tu sais, quand on est dans une scène de crime. Hein. Oui. Tu sais, aujourd'hui, c'est là où je te dis qu'il y a info, intox, tous ces conneries-là sur notre métier. Aujourd'hui, on entend beaucoup dire, parce qu'il y a un décret qui est sorti en 2023, sur la réquisition aux fins de nettoyage de scènes de crime. Bon. J'entends beaucoup parler où on dit c'est une obligation. Scène de crime égale réquisition pour un nettoyage. Mais c'est faux ça. Ça reste toujours au bon vouloir du magistrat. D'accord. Et il faut quand même qu'il y ait des circonstances qui font qu'il va déclencher une réquisition aux fins de nettoyage d'une scène de crime. D'accord. Vous ne pouvez pas obliger un magistrat ou l'État français de prendre en charge le nettoyage d'une scène de crime. Et ça, est-ce que toi, tu sais quand est-ce qu'il décide de faire? Parce que tu me dis c'est au bon vouloir, d'accord. Non, parce que c'est le juge qui nous appelle. D'accord. Donc le juge d'instruction nous appelle, nous dit voilà, j'ai une scène de crime à vous faire nettoyer. Pour ceux qu'on connaît déjà, ils savent comment on travaille. Donc c'est un travail d'équipe. Et ceux qui ne connaissent pas, on leur explique, on dit voilà, on a besoin d'avoir par exemple, les photos du TIC, admettons, qui était intervenu sur place, ou la police scientifique, pour comprendre ce qui se passe. Les photos du TIC? Oui, c'est les techniciens d'investigation criminelle. Okay. Ou de la police scientifique, pour comprendre en fait ce qui se passe dans les lieux. Ok. D'accord. Sans photo, c'est quand même compliqué. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc on prend connaissance d'une partie du dossier. Je suis un peu choqué, surpris, très surpris du fait que tu me dises que même dans le cadre d'un crime, l'État décide ou non, c'est plus le ou non qui me choque, de prendre en charge le nettoyage. Alors, on est dans un crime, donc la personne s'est fait agresser, il y a eu un meurtre, il y a eu quelque chose. Je comprends pas ce qui peut motiver ou non le fait que l'État prenne en charge ou quoi. C'est l'importance des dégâts, c'est quoi?
Je pourrais pas dire, Ça, parce tu que peux moi pas je suis me pas dire. le juge, je suis pas le magistrat Ouais, bien qui sûr va que prendre non. une décision, je peux pas vraiment parler en son nom et je me permettrai jamais d'avancer des choses que je ne maîtrise pas. D'accord. Mais je pense qu'il doit y avoir des éléments qui font que. Ok. Après, on peut aussi poser la question inverse. Euh, Tu sais, moi, ce métier, réellement, je l'ai vraiment connu quand j'étais plus jeune parce que, voilà, il y a eu quelque chose au sein de ma famille. Il y a eu un homicide et j'ai dû nettoyer. Bon. Après, je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai dû nettoyer. Bon. Aujourd'hui, moi, je vais poser la question, parce qu'il faut aussi poser la question autrement, c'est pourquoi est-ce que ce serait à l'État de payer pour les erreurs des uns et des autres? D'accord? J'entends, là, je te suis. Voilà. Pourquoi ce ne serait pas aux assurances de prendre en charge ce genre de choses, Ce qui serait plus logique. qui serait plus logique? Mm. Pourquoi est-ce que... Parce que quand on parle de l'État, c'est toi, Oui, c'est le moi, contribuable. tout Hein, le monde, c'est tout le monde qui oui, paye. bien hein. sûr. Oui, bien sûr. Non, mais t'as raison, c'est encore plus logique. Les assurances qui sont là, en théorie, pour ce genre de situation, devraient Ça couvrir doit- ce genre de choses. devrait couvrir ce genre de choses. C'est Et vrai. ça devrait pas... Ça devrait se régler, en fait, au niveau assurance. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. L'État, c'est les concitoyens, c'est tout le monde, c'est... Voilà. Ok. Donc, aujourd'hui, oui, on a de la chance que l'État, de temps à autre, prend en charge, mais c'est pas une obligation. Et on peut pas obliger un magistrat de prendre en charge le Non, nettoyage non. de scène de crime. Mais c'est vrai que la façon dont tu poses la question est encore plus logique, ça tombe plus sous le sens, c'est l'État ne devrait même pas avoir à s'occuper de ça. Non. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Si tu me permets, c'est toi qui juges à quel point on s'y étend ou pas. Ça m'a frappé le fait que tu me dises que comment tu es amené à connaître ce métier dans ta vie, parce que tu n'es pas le premier à le dire. C'est-à-dire que très souvent, d'ailleurs, cette entre guillemets vocation, cette motivation, elle vient du fait que plus jeune, dans la vie, il y a eu on a été confronté à ça et qu'on a été obligé de le faire soi-même ou qu'un proche a été obligé de le faire. Et du coup, on se met à réfléchir par rapport à tout ça. Ça veut dire que même si toi, tu travailles dans les pompes funèbres, après avoir vécu ce que tu as vécu, tu as déjà ça en tête, potentiellement. C'est pas ce nettoyage-là qui a fait que je fais ce métier-là aujourd'hui. D'accord. Carrément pas. Le déclencheur, c'est quand j'ai travaillé en pompe funèbre. Ok. Voilà. Là où tu as vu qu'il y avait un manque et qu'il fallait... Je peux pas te dire pourquoi, mais il y a des métiers comme ça où c'est en toi. Mais tu sais pas pourquoi, mais tu vas faire ce métier. C'est fou. Et tu es bon dans ce métier parce qu'en fait, tu aimes faire ce métier-là. Tu as les qualités pour le faire, pour tu le es faire, méticuleux, tu es professionnel. voilà, tout le monde ne peut pas être coutelier. Non, 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 c'est Tout sûr le que monde non. ne peut pas Non, non. être journaliste. Donc malgré le fait que tu aies été confronté à ça, ce n'est pas ça qui a motivé ça. Carrément Qui a pas. motivé ton envie de Ah faire non, ce... carrément pas. Ok. Et c'est quoi? Est-ce que tu as complètement mis de côté même cet épisode, ce qui t'est arrivé plus jeune? Bah, j'ai dû le mettre de côté parce que en fait, c'était un moment de ma vie. Il y a eu des choses qui ont fait que ça m'a marqué, où j'ai dû me faire soigner, Ouais, tout il y a ça. un accompagnement Voilà. psychologique. Et c'est pour ça que j'essaye d'expliquer. Quand je fais une interview, en parle avec toi aujourd'hui, Mhm. c'est pas pour promouvoir mon entreprise, je m'en fiche complètement. C'est pour faire connaître aux gens ce métier. On est plus sur un rôle éducatif en disant, voilà, si, le jour où ça vous arrive, Mhm. au moins vous êtes au courant qu'il y a ce métier qui existe. Ne le faites pas vous-même, parce que ça va vous laisser des séquelles psychologiques. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si c'est pas demain, ça sera dans un an. Si c'est pas dans un... Mais ça Ouais, sera à un moment donné ou à C'est un une autre. violence inouïe de toute façon, c'est sûr. On a eu une fois donc un jeune homme qui nous appelle pour le suicide de son père. Donc un suicide par arme à feu. Bon. Donc on demande des détails, machin, ceci, cela, il nous les donne très gentiment, tout. Bon, on voyait qu'il était affecté par le décès de son papa. Bon. On lui fait son chiffrage, son devis, il nous rappelle et puis il nous dit écoutez, en fait compte, je ne ferai pas appel à vos services, je vais m'occuper de faire ça. Donc là, je lui explique quand même, c'est mon rôle de professionnel, attention, ceci, ça. Bon. Je ne peux pas l'obliger. Non, bien sûr que. Bon. Je crois 4 ou 6 mois après, une dame nous appelle. Oh non. C'était la maman. Et quand elle m'a donné quand elle s'est présentée, donc cette dame, ce nom de famille me disait quelque chose. Et donc en même temps que je l'avais au téléphone, je pianote sur mon ordinateur le Ah, nom, c'est pas possible. et j'ai son nom qui apparaît avec la fiche en fait de son fils.
Et là, elle me dit textuellement comme ça, bah, il y a mon fils, il vous a appelé il y a quelques mois en arrière. Alors je dis oui, je vois, j'ai la fiche de votre fils, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, moi maintenant, je vous appelle à mon tour parce que mon fils s'est suicidé au même endroit. Pour quelques milliers d'euros. Tu penses que c'est parce qu'il n'a pas supporté l'épreuve que c'était déjà de perdre son Mais père. c'est ça. Parce qu'il s'est suicidé vraiment au même endroit, avec le même type d'arme que son père. Et même la mère, parce qu'elle avait discuté, elle avait échangé avec son fils pourquoi il a fait le nettoyage, pourquoi il n'a pas fait faire ça par quelqu'un, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, pas de souci, mais au moins que ça soit fait. C'était pour économiser quelques milliers d'euros. Vous vous rendez compte ? C'est difficile. Alors, je comprends complètement ce que tu me dis, mais en même temps, c'est tellement difficile quand on voit la précarité qu'on a aujourd'hui en France, comment tout coûte cher. Je peux comprendre l'hésitation, mais quand tu me dis la finalité, effectivement, Est-ce qu'une vie et les conséquences d'un nettoyage comme ça, est-ce qu'une vie, non. Qu'est-ce que c'est 3 000 ou 4 000 euros par rapport à une vie C'est rien, c'était un jeune, il avait 24 ans. Ouais, ce que j'allais te demander. Il avait C'est un gamin. 24 ans, c'était encore un enfant, enfin, si je puis dire. Ouais. Il avait toute la vie devant lui. Et juste, parce que sa mère me l'a dit, elle me l'a dit clairement, elle m'a dit voilà, c'était pour économiser. C'était ça, c'était hors de Elle m'a enfin, expliqué, c'était pas voilà. c'est pour une- Il pouvait payer. parce qu'elle m'a expliqué, son papa avait de l'argent, donc on aurait pu, voilà, pas de problème. Mais il voulait pas mettre l'argent Mais il là-dedans. voulait pas mettre l'argent là-dedans. Ouais, c'est important, c'est raison, c'est important de le dire en interview. C'est important. Voilà, et c'est très important. Et la mère de ce gamin, elle m'a dit moi, c'est clairement pas moi qui vais le nettoyer, je vous le dis tout de suite. Venez dès que vous pouvez et faites ce qu'il y a à faire. Mais regardez, je vais redonner un autre exemple. Quand on a eu les attentats, Bataclan, tout ça, c'est pas marrant ça. Ah non. On est bien d'accord. Regarde l'attitude, à Paris même, des gens, même avant l'attentat, où tout le monde était pour soi, chacun pour soi, machin, ceci, cela, blablabla, blablabla. Ouais. Regarde après quand ça s'est passé. Ouais. Et Comment dans une ça a solidarité incroyable. Comme tout une le monde- famille, ouais, c'est voilà, des gens qui sont même pas du métier, qui ont essayé de sauver d'autres gens, C'est vrai, qui c'est ont vrai. pris leur courage à deux mains, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et il y a des gens qui sont aujourd'hui malades, qui ont vécu des choses pendant cet attentat, qui aujourd'hui sont toujours pas bien, qu'aujourd'hui sont aidés Oui, c'est vrai. médicalement. C'est On totalement n'en parle vrai. plus de ces gens-là. Mais c'est totalement vrai, ça laisse des séquelles incroyables. Pourtant, on devrait en parler. Mais on n'en parle plus de ces gens-là. Qui aujourd'hui sont peut-être cloîtrés chez eux. Peut-être qu'un mec, quand il entend là, une grosse bagnole là, qui fait claquer son pot, bah, le mec, tout d'un coup, ça lui rappelle. C'est vrai. Tu vois ce que je veux C'est dire déjà le cas sur même. Je veux dire, moi, je n'y étais pas du tout. Mais même aujourd'hui, quand il y a un rassemblement, quand il y a un bruit un peu bizarre, quand il y a un attroupement, on est sensible maintenant à T'es ces sur choses-là. l'esquive. Alors évidemment, des gens qui l'ont vécu, je n'ose même pas Donc imaginer. tu vois, c'est des gens encore aujourd'hui qui ont des problèmes. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives non seulement à t'en sortir, mais qu'en plus derrière, tu fais ce métier-là? Qu'est-ce qui fait que. C'est quoi la force que tu as eue en toi pour tenir? Parce que tu me dis que tu étais un gamin, tu avais quel âge? J'avais 18 ans. D'accord. On n'est pas tous faits dans le même moule. On n'a pas tous la même vie. On n'a pas tous la même enfance. Tout vient de l'enfance. On a chacun une vie différente. Tu t'en es pas remis, mais tu as appris à vivre avec. Moi, j'apprends. Voilà, après, j'y pense pas. C'est fini, j'y pense plus. C'est Bien derrière sûr. moi. Bien sûr. C'est. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est. Il y a des gens, ça va impacter plus que d'autres, et ainsi de suite. Moi, ça m'a impacté sur le moment et pendant quelques temps, pour diverses raisons, en plus de ce que j'ai dû faire. Mais voilà, il y a un moment donné, je pense quand on a une... Je parle toujours pour moi, là, à titre personnel. Je pense que j'avais une force intérieure ou psychologique, ou voilà, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre depuis que j'étais petit jusqu'à que ça m'arrive, qui ont fait que peut-être que j'ai aussi pu relativiser, tu vois. Revenons à ta profession, si tu veux bien. Pour un cas de meurtre, est-ce que tu interviens très rapidement? Est-ce que tu te donnes un peu de temps? Parce que pour découverte tardive, même si tu arrives plus tard, tu arrives quand même à remettre en état, entre guillemets. Mais ça dépend en fait, il y a des degrés d'urgence. Comment toi tu le... Parce que pour nous, un meurtre ou un décès, c'est une urgence ultime. Non, la personne qui, admettons, est décédée dans un logement, en découverte tardive, suicide ou autre, peu importe, qui est locataire, ça va passer en priorité, parce qu'il y a toujours des loyers qui courent. La personne qui était propriétaire, les dégâts sont faits, il n'y en aura pas plus.
ça peut, entre guillemets, attendre. Mais d'ailleurs, les gens le comprennent très bien. Ah bon? Ils le comprennent très bien. Après, il y a d'autres urgences qui vont faire que tout d'un coup, tu lâches tout de suite. C'est quoi les urgences qui font que tu lâches tout de suite? L'urgence qui a fait que j'ai lâché tout de suite, c'est l'attentat qu'il y avait eu à Romans-sur-Isère. Ah oui, donc du coup, tu es appelé aussi pour ce genre de circonstances. Alors je suis content, j'en ai fait qu'un. Voilà, Ouais. j'ai pas envie d'en faire 50 dans l'année. Mais ce que je veux dire, là, tu lâches tout. Ouais, effectivement, tu as l'appel le matin, voilà, tu avais ton programme de la journée, quoi, bah, ton programme, tu Oui, l'oublies, tu quoi. laisses, ouais, d'accord. Et c'est pars alors direct. comment ça se gère ce genre de situations qui sont complètement inédites, du coup, pas du tout anticipées, je suppose. Toi, avant que ça t'arrive, tu ne l'anticipes même pas ce genre de scénario pour l'attentat? Ah bah non, t'anticipes rien. Là. Non. Déjà, t'es abasourdi. Oui, déjà, faut digérer la Parce nouvelle. que le truc, c'est pas ça, c'est que comme on est tout le temps en mouvement, on n'a pas le temps de regarder les infos ou des trucs comme ça, Ouais. nous. Le matin, on t'appelle, on dit il y a eu ça qui s'est passé, déjà, t'es abasourdi en fait. Moi, quand la personne m'a appelé, j'ai dit c'est une blague qu'il me raconte. Qu'est-ce qu'on te donne comme détail à ce moment-là? Là, on te donne pas de détails en fait. Hein. On te dit voilà, on a eu un attentat, bon, il s'est passé ça. Ok. Ok, d'accord. Ouais. Toi, tu rappliques, est-ce que les conditions de travail dans ce genre de circonstances-là, pour un attentat, sont complètement différentes? C'est différent. C'est pas les mêmes. En quoi? Parce que là, il y a vraiment. Alors tu me diras, oui, mais une scène de crime, c'est comme un attentat, c'est ci, c'est ça. C'est pour ça que je te pose la Bon. question. Bah, c'est pas pareil, parce que d'une, on va dire que l'ambiance générale, c'est pas du tout la même que sur une scène de crime. Puisqu'une scène de crime, ce que je veux dire, même quand on voit les familles, il y a des circonstances qui ont emmené. Enfin voilà, Il y a un historique, il y a un compliqué. historique, Voilà, bon. Là, ce que je veux dire, par exemple, pour Romans-sur-Isère, je te donne un exemple maintenant dans la boucherie. Le monsieur va chercher son carré d'agneau ou autre, et lui, il n'a rien demandé en fait, ce monsieur. Non, il va très bien. Il va très bien, tout le monde va très bien dans la boucherie, enfin voilà. C'est un jour ensoleillé, pour te dire à quel point je me souviens du truc. Ouais, tu t'en souviens avec beaucoup de détails. Ouais. Il n'a pas demandé à avoir des coups de sabre, ce monsieur. Ni les autres personnes qui étaient dedans. Ni la peur que ça a engendré auprès du personnel de la boucherie, où tout le monde a couru partout. Ni la personne qui était au bureau de tabac pour acheter son paquet de cigarettes ou je ne sais guère. Voilà, ni la personne qui était devant sa fenêtre en train de faire un truc et elle se prend un coup de sabre. Ils n'ont rien demandé, ces gens-là. Là. À l'instant T, au moment précis où ça se passe, leur vie aurait dû continuer. En quoi est-ce que cette ambiance que tu me décris qui me fait froid dans le dos? C'est lourd. Toi, tu la sens quand tu arrives sur très place, lourd. même si les choses sont terminées? Non, entre guillemets. mais c'est pesant. C'est pesant. Parce qu'en fait, quand tu arrives, tu vois le... Je sais pas comment expliquer. Je sens que tu sais pas comment expliquer. Mais en tout cas, c'est lourd, tu le sens quand tu arrives sur place, Ouais, tu c'est sons ça. la lourdeur de la chose. Moi, je me souviens, le propriétaire de la boucherie, il m'ouvre la porte. C'était un carnage, quoi. En fait, ma curiosité, elle est... Je suis désolé, hein, mais Non, j'aimerais bien t'excuses pas, t'expliquer t'excuses pas. avec des mots ce que j'ai pu ressentir, Bien sûr. mais je peux pas. Bah, des fois, ça en dit plus que des mots. Des fois, ça en dit plus que des mots. En fait, ce qui m'interpelle, c'est que tu as, mettons un suicide. Je vais épargner les détails des projections, mais par arme à feu, il y a des projections importantes, voilà. Là, c'est pour ça que je suis touché par le fait que tu me dises que l'ambiance change beaucoup, parce que dans les dégâts potentiels que ça peut faire, on n'est pas sûr... T'es pas loin de voilà, ce là. on reste quand même dans le même niveau d'importance. La personne qui va se suicider avec un fusil de chasse ou un pistolet, enfin n'importe quoi, enfin elle se suicide tout court, c'est elle qui a pris la décision, elle a décidé, c'est comme ça. Bon, là on n'est pas dans ce cadre-là. Donc ça change beaucoup de choses dans ton rapport à ton travail. Oui, parce que là, je t'en parle, en fait, j'ai les poils. Bah, moi aussi, ça me met les poils. Moi aussi, ça me met les poils, mais je trouve ça fou. Je trouve ça fou que ça te... Je trouve ça bien même que ça te touche, mais... C'est compliqué. C'est même après, émotionnellement parlant, parce qu'après, en fait, toi, tu fais ta scène, tout ça. Après, t'as quand même les journaux qui en parlent, t'as des trucs, voilà. Il me semble même quand j'étais rentré le soir, que j'en ai discuté avec ma femme, voilà quoi. D'accord. C'est compliqué. En fait, en général, quand on vit un drame comme ça, ou qu'on est témoin de près ou de loin, même si c'est après coup, on reprend le cours de notre vie. Entre guillemets, les enfants, le boulot,
les loisirs, machin, ça reprend le dessus, petit à petit, même si on s'en souvient toujours. Mais toi, ton boulot de tous les jours, c'est de retourner entre guillemets En là-dedans. fait, ma vie, c'est la mort. C'est ça qui est Je compliqué. vis avec la mort tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on relativise sur la vie en elle-même, D'accord. sur plein de choses. Moi, ce métier m'a permis de voir la vie autrement aussi. J'ai eu un autre cheminement quand j'ai été gravement malade, mais après ça, quand j'ai commencé ce métier-là, tout ça, au fur et à mesure du temps, ça m'a permis de voir la vie autrement. Où sont mes priorités? Alors après, je reste un chef d'entreprise, donc je vis aussi avec du stress par rapport à une entreprise, enfin, comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, je te jure, il y a des trucs, je me prends même plus la tête. C'est vrai, c'est secondaire, quoi, c'est ça. Ah ouais, non, mais... Tu me parlais, alors là, tu m'as parlé des attentats, qui sont, pour celui que tu as vécu, en tout cas, un des faits marquants de ta carrière. Mais tu vois, en parlant de ça, là, tu vois, je vais te dire à quel point il y a des gens qui racontent n'importe quoi dans ce métier. Ouais. C'est qu'à l'époque, il y a un mec qui faisait ce métier-là, qui disait qu'il s'était occupé du nettoyage du Bataclan. Et le mec, il te met le poste le lundi, le mardi, il est de retour en disant « ça y est, j'ai nettoyé le Bataclan ». Alors que c'est faux. Bah, si tu me parles d'une semaine pour le... Tu vois, tu m'as parlé, tu là... vois ce que je veux dire? Ouais. C'est faux. C'est entièrement faux. Mais tout ça pour se faire mousser sur un drame, en fait. La portée médiatique, justement, est-ce que ça joue, toi, dans ta façon de vivre ton métier? Là, tu m'as parlé d'attentat. Alors, évidemment, un attentat, c'est repris partout dans les médias. Mais une affaire de meurtre qui a été beaucoup relayée dans les réseaux sociaux, enfin, ou via les médias, ça a dû t'arriver déjà de travailler sur des choses comme ça? Là, j'ai toutes mes réquisitions, on va dire 98%, c'était que des affaires... Qui étaient médiatiquement connues. Mm. Ok. Ça change quelque chose du fait de passer de un cas isolé qui n'est pas, même si ça reste une scène de crime, hein, Non. ça change Pour rien? moi, ça changera rien. Parce que je vais faire le même boulot, voilà, le boulot sera fait, ça sera nickel, tout ça. Je me mets pas de pression sur ça. D'ailleurs, j'ai même pas le temps de lire les journaux, donc voilà. Oui, ouais. Ça change pas ton protocole? Moi, ça change pas, ça change rien. D'accord. Comme dit, le seul truc qui va changer un petit peu dans mon attitude, c'est cet attentat-là, voilà. Ouais. Là où on est vraiment Voilà, dans de l'extraordinaire. je reviens dessus, hein, mais voilà. Ah ouais, je comprends. C'est un événement extraordinaire dans la vie de tout le monde. À un moment donné, à un moment précis, il y a une personne qui s'est dit « je vais faire ça ». C'est une rupture dans l'espace-temps à un moment donné, où tout s'arrête, en fait. Ouais. Et là, à ce moment-là, quand il y a quelque chose de gravissime comme ça, tout d'un coup, il y a une remise en question chez les gens. Mais tu vois, au bout de toutes ces années, la remise en question, elle a été vite perdue. Ouais, elle est éphémère, c'est vrai. Voilà. Et je trouve ça dommage. Ouais. Parce que je pense, tu sais, j'ai un dicton qui dit l'être humain, c'est une super machine quand il sait rester raisonnable. Ok. Mais comme on ne sait pas rester raisonnable. Non, on a du mal. On a un peu de mal. Quels sont les scénarios qui t'ont le plus frappé en dehors de l'attentat? Tu m'en as parlé. En dehors de l'attentat. Après, je ne raconterai pas en détail. Non, ça, c'est évidemment. par respect par la famille, Évidemment. tout ça. Je vais donner juste un exemple. Ouais. On est réquisitionné sur un double homicide. Enfin, à l'origine, c'est un triple homicide, mais un double qui s'est passé dans un logement et après ailleurs. Voilà. Pareil, hyper médiatisé, tout ça. Bon. On reçoit le dossier. On sait qu'on a donc Monsieur X qui tue Madame X et qui tue une enfant X. Donc on prépare la terre, machin, ceci, cela. On part faire notre réquisition. Quand arrive le moment de bris de scellé, que l'enquêteur t'ouvre la porte, t'es plus sur papier là. Hein. Non, là tu viens dans du réel. Là t'es en direct dans du dur. Hein. Bon, on t'ouvre la porte et le premier truc que tu vois, parce que moi j'ai vu, après je sais pas ce que ma femme elle a vu exactement, que c'est une petite sandalette comme ça, Oh. Ouais. dans une mare de sang. Alors moi c'est le premier truc que j'ai vu. Hein. Tout d'un coup je lève la tête et en face de moi j'ai la photo de cette petite fille, mais qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à ma fille. Là tu fais une pause. Ah, waouh. Voilà, là tu fais une pause, tu prends ton temps, voilà. Comment tu gères après, toi? T'as une façon de faire, une façon de te sortir de ce genre de pensée-là? Je suis là pour faire, en fait, je suis là pour faire un travail pour cette famille qui est d'enlever toutes les traces de ce drame
qui s'est déroulé un peu partout dans cette maison, je peux pas faire en sorte, mes émotions ne peuvent pas prendre le dessus parce qu'après je n'aurai plus la concentration pour pouvoir faire mon travail. Bien sûr. Et je suis là pour une chose, c'est enlever toutes ces traces. Bon. Donc là, pour la petite histoire, je commence à faire mon travail et au bout d'un moment, je dis à ma femme, écoute, il faut enlever tous les cadres de cette petite parce que ça me déconcentre. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc on a enlevé tous les cadres. Ah, ok. Voilà. Après, je me conditionne, j'y vais. C'est-à-dire, j'y vais, quoi. Bon, après, une fois que l'intervention est faite, mais comme tu es dans le feu de l'action, tu vois, après tu fais d'autres interventions, ceci, cela. Oui, bien sûr. Voilà, après on a échangé ensemble, on a discuté ensemble avec ma femme. Mais aujourd'hui, bon, ça va un peu mieux, hein, mais je reste un être humain. Quand dans des intervenants me demandaient ça, je fondais en larmes. Mais ce qui me tue, c'est ta capacité à aller au bout de la mission. Mais il faut. C'est ça quand tu es un professionnel. D'accord. C'est ta mission, c'est de faire ça, tu vas jusqu'au bout. Est-ce qu'on est accompagné psychologiquement je parle des psychologues, des thérapeutes. Est-ce que c'est nécessaire? Parce que quand je vois la charge émotionnelle, là, rien que dans cette interview, j'ai du mal à encaisser tout ce que tu m'envoies à la tronche. Mais chacun, après, fait comme bon lui semble. Bien sûr. Moi, ça concerne toujours que ma personne. Bien sûr. Qui de mieux pour te comprendre que quelqu'un qui fait le même job que toi? Donc toi, tu échanges avec tes Moi, pairs. j'échange avec ma femme. Parce que tu sais, j'ai une connerie, tu vas voir un psychologue. Bon. Le psychologue va te poser un peu des questions, machin. Mais toi, parfois, dans les moments, en fait, tu ne demandes même pas d'avis, tu ne demandes rien, tu demandes juste ce qu'on t'écoute. Oui, tu as juste besoin de lâcher ce que tu as, vider ton sac. Mais comme dans d'autres choses dans la vie. Ouais, hein. bien sûr. Bon. Tu auras toujours quelqu'un pour te dire, oui, mais tu sais, mais tu comprends, nanana, blablabli, blablabla. Hein? Ben non. Parce qu'en fait, tu sais pas, tu vis pas ma vie, tu fais pas mon job. Ouais, c'est clair. Donc en fait, tais-toi, écoute-moi, et si t'es pas capable de m'écouter, je m'adresse à une autre personne. Ouais. Il y a quelques interventions comme ça qui nous ont marqué au fer rouge. Parce qu'on reste des êtres humains, on n'est pas des robots, on a des émotions comme tout le monde, on ressent les choses. Et ça sera comme ça. Mais tu sais, ça te permet toujours d'avoir un petit rappel. Des vraies valeurs de la vie, Ouais. de ce à quoi il faut faire attention. Tu vois? Ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'insécurité. C'est le mot qui revient tout le temps, on nous en met plein la tête avec les médias, tout le temps, tu regardes n'importe quel écran. Oui. Aujourd'hui, on va te parler des dangers, des agressions, de tout ça. Toi qui es... Alors, toutes les agressions, fort heureusement, n'aboutissent pas à des décès, à des meurtres. Heureusement. Est-ce que toi, tu ressens un pic d'activité récemment par rapport aux 8 ans que tu as pu pratiquer? Non. Et en fait, aujourd'hui, je pense que tout le monde a beaucoup l'impression qu'il y a soi-disant plus d'agressions, plus de meurtres, plus de ci, plus de ça. C'est juste qu'en fait, on en parle plus. Oui, avec les réseaux sociaux, avec Voilà. les expositions, on voit tout. On en parle plus. D'accord. Il y a toujours eu des meurtres. D'ailleurs, depuis que l'humain existe. Hein, Oui, il y a eu oui, des bien meurtres. sûr. Voilà. Il y a toujours eu des agressions. Et personne ne pourra endiguer ça. Parce que personne ne peut rentrer dans le cerveau de quelqu'un et dire cette personne, à tel moment, elle va commettre cet acte-là parce qu'elle va péter un plomb. Ben justement, parce que très souvent, quand on a le profil qui est fait, des agresseurs et tout, la première chose qu'on entend, c'est origine, aujourd'hui origine, beaucoup, mais également les antécédents. Connus des services de police pour tel ou tel. On nous sort un peu tout et n'importe quoi, hein. Une contravention, enfin j'exagère, mais c'est un peu ça l'idée. Toi, par rapport à ton métier, est-ce que le gros de ton activité, c'est un peu des monsieur tout le monde qui pètent les plombs comme tu viens de me dire? C'est ça. C'est très souvent ça. Oui. C'est rarement des tueurs en série, c'est rarement des... Après, t'en as qui ont des antécédents. Hein. De violence. J'en ai fait un, voilà, le mec il a déjà été incarcéré, enfin il a des antécédents de violence sur les femmes, jaloux comme pas permis, il boxait sa compagne, enfin bon, voilà. Tu en as, évidemment. T'en as, évidemment. Mais après, t'as des gens de monsieur et madame tout le monde qui n'ont jamais eu de problème avec la justice. Hein. Mais c'est un pétage de plomb. Là, le homicide, je te disais, avec la petite fillette, ce monsieur, il me semble de mémoire, il n'avait pas d'antécédent judiciaire, quoi. D'ailleurs, le mec, c'était un chef d'entreprise, quoi. D'accord. Tu vois? Ouais. Mais il y a un truc, je sais pas ce qui s'est passé, sur fond de divorce, machin, il y a eu un pétage de plomb, et tu sais, quand tu arrives à te dire, je vais tuer ma fille, ou mon fils... J'arrive pas à comprendre, ça me dépasse. Enfin, je sais pas dans ce que comment tu peux t'imaginer l'état Non, psychologique du oui, gars. oui, j'arrive pas, j'y arrive pas. Mais pour que tu arrives à faire ça,
C'est que tu as vraiment pété les plombs. Tu pètes un plomb, quoi. Il n'y a plus de sens dans la tête, non. Je suis d'accord avec toi. Après, tu as des gens qui sont... Ça, c'est dans le pétage de plomb, mais après, tu as des gens qui vont être dans la vengeance. Toi aussi, c'est régulier? Eh oui. En disant, tu sais, si tu me quittes, moi, je tue la gamine ou le gamin. Mais donc quand même, là, dans ce que tu me dis là, c'est quand même très souvent des affaires comme ça, un peu émotionnelles. Bah pas tout le temps, hein, heureusement. Hein. Des fois, heureusement qu'il y a des scènes de crime, c'est une bagarre entre deux gars qui à fond de drogue, voilà. Heureusement, on s'en passerait bien. Oui, hein, mais voilà, bon, heureusement que ce ne sont pas que des histoires de famille, bien sûr, avec des gamins, bien sûr. Pas que ça soit mal interprété par... Non, mais tu as raison de le souligner, mais je comprends ce que tu veux dire. Bon. Mais voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui va voir cette vidéo. Peut-être que mercredi, le mec, il aura un pétage de plomb sur un truc à la con. Ouais. Parce que c'est toujours sur un truc comme... Enfin, voilà, et il se passe un drame. D'accord. Quand je te parlais en off tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, je t'ai parlé de galères. C'est les dernières questions que je veux te poser. Les galères, quand tu me dis qu'on est dans un monde, on en a parlé un petit peu brièvement tout à l'heure, dans un monde en France où on n'a pas prévu ça, on n'a pas encore fait ce travail de préparation, d'organisation par rapport à ta profession, t'es pas le premier à le dire, c'est souvent évoqué. Selon toi, l'axe principal sur lequel on devrait travailler en France, dans ton corps de métier, dans ton domaine, c'est quoi? Est-ce que c'est l'accompagnement des familles après? Est-ce que c'est le cas des assurances dont tu me parlais? Est-ce que c'est l'organisation, la remise en état des lieux? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour préparer les gens mieux à ça? Avant toute chose, le premier truc qu'on devrait faire, c'est que ce métier devienne un vrai métier. Ça, c'est le tout premier truc. Important déjà. Déjà, c'est la base. Ensuite, qu'on emmène une formation de qualité pour former les futurs techniciens à aller sur le terrain. Que ce soit sur la partie technique, sur la partie émotionnelle, sur la partie de gérer une famille, parce qu'on ne peut pas parler à une famille comme on parle à ses amis, c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Non. Toutes ces petites choses. Que les assurances prennent en charge le nettoyage après décès. Mais pour tout type de décès. On a déjà quelques assurances qui peuvent en prendre en charge dans le cas d'un suicide par arme à feu. C'est généralement quand le propriétaire a souscrit à une option. Et cette option, c'est la suivante. C'est dégradation volontaire du bien immobilier par le locataire. Donc là, effectivement, dans le cas du suicide par arme à feu, il savait très bien ce qu'il allait engendrer comme dégâts. Donc là, ça peut fonctionner. Bon. Ça, c'est déjà la base. Tout ce système-là, ce bloc-là, c'est une base. Voilà. Après, maintenant, c'est pour les gens, comme toi, comme d'autres, voilà. Où là, si on a réglé avec le problème des assurances, il n'y a plus de problème en fait à ce niveau-là, puisque c'est les assurances qui prennent en charge. C'est même elles potentiellement qui te contacteront, voilà. La famille n'aura rien à gérer potentiellement. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, les familles sont délestées déjà d'un gros poids. Ok. Tu vois, mais tant que ce ne sera pas fait, ça ne marchera pas, enfin ça bloquera. Mais comme dit, c'est à un moment donné, il faut juste que... moi, je suis quelqu'un qui est hyper heureux quand... je vois des gens qui parlent de ce métier-là, tout ça. Mais il faut être droit dans ses pompes. Pas raconter n'importe quoi, pas sortir des trucs qui ne tiennent pas à la route. Non. D'accord. Juste être soi-même, voilà, et c'est tout. Parce que le but, c'est que ce métier soit reconnu un jour. C'est comme, tu sais, je comprends que ce qui est marqué en somme totale pour le devis, c'est important. Mais moi, je pense qu'il est aussi important de lire le devis. Oui. De comprendre pourquoi, comme d'habitude, de toute façon, le chemin qui amène c'est pas d'imposer à une famille, c'est tant, si vous signez, c'est bien, vous signez pas, tant pis. Non. C'est d'emmener le pourquoi du comment, ça coûte ça. Voilà, ce que l'on va faire, qu'est-ce qui fait que, il y a ainsi de suite, 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 il y a ainsi de suite. Quand nous, on fait des devis, des fois, je dis une bêtise, maintenant je vais être à 5 ou 6 000 euros, je sais pourquoi je mets 5 ou 6 000 euros. Et que tout d'un coup, on me dit, ah, mais j'ai trouvé un devis à 1 000 euros. Mais il fera la même chose que vous, hein. Oui. On fera la comparaison au résultat final, J'explique aux familles, je dis, vous savez, moi, je ne vous vends pas un prix. Je ne suis pas à la course pour avoir plus d'intervention, moi. Je vous vends une prestation et un accompagnement. Et avant toute chose, c'est je vous vends un accompagnement. Et ensuite, je vous vends ma prestation. Pourquoi? Parce que quand je fais des visites ou autres et que les familles ont besoin de choses, de récupérer les choses, je ne leur facture pas. Je pourrais leur dire, oui, je vais vous récupérer vos papiers, vos machins. Je suis immobilisé, allez, je suis immobilisé 1 heure pour le faire, ça vous coûte tant, machin, ceci, cela. Non, je le fais, même si je sais qu'après, peut-être que ça ne donnera rien. Mais au moins, je leur ai déjà enlevé une épine du pied. Oui, je vois.
Avant que je te laisse partir, il y a une question que je t'ai pas posée qui est importante pour moi. La vraie chose la plus difficile dans ton métier à nettoyer, à te débarrasser, c'est quoi? Est-ce que c'est l'odeur? Est-ce que c'est vraiment le sang taché sur une moquette? Tu me parlais de la moquette tout à l'heure. Est-ce que c'est le sang réellement? Est-ce que c'est les autres liquides qui peuvent émaner du corps après plusieurs jours sans avoir été remarqués? Qu'est-ce que c'est? La chose la plus complexe à nettoyer, ça aurait été du sang qui aurait déjà été lavé. Ah ouais. Parce que là, quand c'est fait comme ça, on va fixer la protéine de fer. Ok. Ce qui te fait cette couleur un peu, c'est orangé. Voilà. C'est là où ça va être le plus compliqué. S'il y a déjà eu un premier nettoyage de fait par les En auteurs, gros, oui. voilà. Ouais. Là, Ok. ça va être plus compliqué. Ok. Mais bon, quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Hmm. Parce que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'était tout. Et non, et tu me disais que tu avais quand même ton passé dans les pompes funèbres, que je rétablisse la vérité. Quand tu arrives sur les lieux, le corps n'est plus là. Moi, le corps n'est plus là. Sauf que dans un cas qu'on a eu, où on nous a appelés et le corps était encore là. Ah, ça t'est arrivé ça? Ça m'est arrivé une fois, ouais. Mais pourquoi ça t'est arrivé? Bah, parce qu'en fait, ils ont appelé les pompes funèbres. Oui. C'était dans le cas d'un suicide. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, mais dans le cas d'un suicide, le mari découvre sa femme. Donc il appelle les pompes funèbres. Les pompes funèbres, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'appellent en me disant écoute Julien, on a ça, il faudrait que tu viennes nettoyer. J'arrive, puis il n'y a pas encore les gendarmes. T'es arrivé avant les gendarmes? Voilà. Et moi je monte quoi. Enfin, et en fait je tombe dans la salle de bain avec la femme allongée quoi. Donc je redescends, je dis voilà, moi là, attends. J'interviens Je pas tout de viens, suite. là, Là, moi je reste dehors, on attend la gendarmerie quoi. Ah ouais. Ok, bah, c'est un concours de circonstances qui C'est un fait que t'es concours de arrivé avant la circonstances, gendarmerie. Ok. Quand même Mais flippant. sinon, le Toi, quand t'arrives, le corps est plus là. Ouais. Ok. Bon, bah Julien, merci beaucoup. Mais de rien. C'était important pour moi d'apporter avec beaucoup de précision les détails sur ta profession, parce que comme tu dis aujourd'hui, tu vas sur Twitter, sur X, sur n'importe quel réseau social, tu entends un peu tout et son contraire. C'est Donc ça. c'était important de te recevoir et de mettre les choses dans le bon contexte avec les bonnes informations. Je t'en remercie, Bah, parce merci que ça à a toi. été très bien fait. Merci pour d'avoir accepté aussi de partager même des moments à émotions fortes, parce que ça fait partie de la qualité de cette émission. Voilà, si on n'a pas votre confiance et votre ouverture d'esprit et d'émotion, ça vaut pas grand-chose. Donc je te remercie beaucoup. Merci à tout le monde tout ton petit monde qui t'a accompagné, qu'on embrasse fort. Et puis bonne continuation pour la suite. Merci. Mais merci, un grand merci de la part de beaucoup, à mon avis, de Français, parce que c'est pas très souvent qu'on met en avant ton métier. Mais merci d'être là parce qu'on en a besoin. Bah, merci. En tout cas, merci à vous. Je t'en prie. C'est cool. Pour Merci. tous les autres, à bientôt sur Extra avec d'autres personnalités dites ordinaires, avec des parcours de vie, des professions, des événements extraordinaires qui ont marqué leur vie, comme Julien aujourd'hui. À bientôt. Ciao.